Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Anaïs Després, je suis directrice mobilisation et communication à la plateforme Océan et Climat et j'ai le plaisir de modérer l'événement du jour. Donc, avant de commencer, je voudrais d'abord remercier l'Académie du Climat pour l'accueil et tout particulièrement les équipes du Forum international Météo et Climat qui nous ont donné l'opportunité de faire aujourd'hui un focus sur les expéditions polaires dans le cadre du forum de cette année. Donc merci beaucoup Juliette, Christian, pour l'accompagnement et pour l'accueil. Alors peut-être avant de commencer dans le sujet du jour, je voudrais vous dire quelques mots sur la plateforme Océan et Climat et sur le format de cet événement. Donc la plateforme Océan et Climat, on est une association qui a été créée en amont de la COP21 par des acteurs passionnés de l'océan qui travaillaient sur les relations entre l'océan et le changement climatique et qui, à la lecture de la version préalable de l'accord de Paris, se sont rendus compte que l'océan n'était mentionné nulle part. Alors que l'océan, et toutes les personnes sur ce panel aujourd'hui sont bien au courant, est le principal régulateur du climat sur Terre. Et ces acteurs ont du coup décidé de lancer une coalition à l'époque et commencer à faire du plaidoyer auprès des organisateurs de la COP et des États partis à la Convention climat. Ils ont uni leurs forces, ils ont fait des recommandations basées sur la science et ils ont réussi à intégrer l'océan dans l'accord de Paris. Donc aujourd'hui, l'océan est progressivement reconnu en tant que régulateur du climat et ça veut aussi dire que les États, dans leur stratégie d'atténuation et d'adaptation face au changement climatique, sont aujourd'hui en mesure d'avoir des éléments en lien avec l'océan. Donc ça, c'est notre travail, c'est notre mission et le panel du jour représente tous des organisations qui sont tous membres du réseau. Et l'objectif de cet événement aujourd'hui, c'est justement d'avoir une prise de parole un peu croisée, des regards d'experts qui vont nous amener dans les confins de l'océan polaire, que ce soit en Arctique ou en Antarctique, qui sont des régions encore peu connues et qui, moi, personnellement, me font rêver et sur lesquelles je suis ravie d'en apprendre plus. Pourquoi ces régions ? Pourquoi ce focus ? Toujours en lien avec le changement climatique, c'est des régions qui subissent de plein fouet les impacts climatiques. On dit souvent que l'Arctique se réchauffe jusqu'à 4 fois plus vite que le reste de la planète. C'est aussi des régions qui sont très importantes en termes de circulation océanique, de circulation atmosphérique, et sur lesquelles on connaît encore assez peu de choses. Et il y a aussi une biodiversité énorme qui est encore assez peu connue. D'où l'intérêt de donner la parole à des porteurs d'expéditions, notamment scientifiques, qui sont un petit peu les témoins justement des évolutions de ces régions, mais aussi de leur beauté, et qui vont aujourd'hui nous faire le plaisir de nous partager leur expérience, des photos, des informations. On espère que ça va vous plaire. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un panel divers et de très haut niveau. Monsieur Jean-Louis Etienne, médecin, explorateur, pionnier des expéditions scientifiques à terre comme en mer. Vous pilotez aujourd'hui le projet PolarPod, qui est une station océanographique dérivante conçue pour étudier l'océan austral. Et on aura le plaisir d'en savoir un peu plus juste après. Emmanuelle Perrier-Bardou, cofondatrice de l'organisation Under the Pole, qui est aussi un programme d'exploration sous-marine dédié à la compréhension et à la préservation des écosystèmes polaires et profonds. Et tout ça avec une approche à la fois humaine et scientifique. Clémentine Moulin, responsable des expéditions à la Fondation Tara Océan. Donc tu coordonnes les expéditions scientifiques de Tara et il y en a eu un certain nombre jusque-là, dont certaines en Arctique. Et du coup, tu vas nous parler de ton lien entre la recherche océanographique, mais aussi comment est-ce qu'on monte ces expéditions. Et notamment, on va avoir des informations sur la Tara Polar Station, dont le baptême vient d'être fait il y a quelques semaines à Lorient. Et enfin, Céline Le Bohec, vous êtes chercheuse au CNRS et au Centre scientifique de Monaco, spécialiste des écosystèmes antarctiques. Et je crois, j'ai cru lire du comportement des manchots, notamment, de la biodiversité. Et donc, on va aussi avoir la chance d'avoir votre tour d'expérience sur le sujet. Merci à toutes et à tous d'être là. Et du coup, je vous propose qu'on commence cet événement avec, pour replacer un petit peu le contexte, parce qu'on parle d'océan polaire, on parle d'Arctique et d'Antarctique, mais c'est bien de pouvoir expliquer un peu de quoi il s'agit, quelles sont ces régions, quelle est la différence entre ces régions, quel est leur rôle dans le système planétaire, et qui de mieux pour débuter que Jean-Louis, qui a eu l'opportunité de visiter ces deux régions emblématiques. Donc Jean-Louis, je vous laisse commencer à nous expliquer. Oui, bien sûr. Alors la machine climatique, c'est le climat, je dirais.
Oui, ah bah, ça va mieux. Le climat, donc, c'est une machine thermique. C'est l'échange entre l'océan solaire et l'océan polaire. C'est cet échange thermique entre les deux, ça vient de m'arriver. Et pour vous situer un petit peu ce que sont les régions polaires, vous avez donc l'Arctique. L'Arctique est un océan gelé, recouvert d'une couche de banquise. J'y suis allé en 86, l'épaisseur moyenne c'était 1,80 m. L'épaisseur, aujourd'hui, ça se réduit considérablement. Là, il y a de plus en plus de la vieille glace disparaît et est remplacée par une jeune glace qui disparaît plus vite, on va en parler. Donc ça, c'est l'Arctique. Et l'Antarctique, de l'autre côté, c'est le contraire. C'est un immense continent, grand comme 28 fois la surface de la France, recouvert par un glaçon de 2,5 km d'épaisseur moyenne. 2500 mètres de glace d'épaisseur moyenne sur 28 France. C'est ça la taille c'est 80% de la réserve d'eau douce de la planète. Et autour se trouve l'océan austral, qui est un océan très dynamique, entraîné par les vents d'ouest qui sont très, très forts, ce que les marins appellent les fameux 40e, 50e hurlants, qui entraînent effectivement cette surface sur une centaine de mètres haut. C'est un énorme courant. Voilà la géographie de ces deux lieux extrêmes. Alors l'Arctique, c'est cette banquise, elle est dynamique au sens où elle est entraînée en permanence par un courant de dérive transpolaire depuis le détroit de Bering que vous avez en haut à gauche. Et ça redescend, ça traverse dans le secteur du pôle Nord. Il y a une partie qui descend sur la côte est du Groenland et l'autre qui fait un gire. Donc il y a vraiment une dynamique. Ce n'est pas une patinoire, quoi, hein. On dit un océan gelé. C'est extrêmement chaotique et abîmé parce que ça dérive, ça se fracture, les plaques se chevauchent. Donnez une image, s'il vous plaît. Donc voilà une idée. Ça, c'est une photo que j'ai prise quand j'ai fait une dérive avec... ça s'appelait Mission Banquise avec le Polar Observer. C'est une petite cahute, mais ça vous donne une idée du travail permanent de cette banquise. Donc c'est entraîné par ce courant de dérive transpolaire, courant océanique et en même temps les vents. Par moment, vous pouvez avoir une dérive qui fait jusqu'à 20 km par jour. Au pôle Nord, pour vous dire, il n'y a rien. C'est rendez-vous au milieu d'un océan et ça change sans arrêt. Vous y arrivez, vous plantez le drapeau, 2 heures après, il n'y est plus. C'est une surface extrêmement dynamique qui se renouvelle et qui fait aujourd'hui sa fragilité. Suivant. On change d'hémisphère. On va donc en Antarctique. Voici ce continent, je vous dis grand comme 28 fois la France, recouvert par une couche de glace très épaisse. Et donc la dynamique de cette calotte polaire, c'est que ça, par gravité, exactement comme les glaciers de nos montagnes, par gravité descendent, arrivent vers la mer et des endroits où ça flotte dans les baies profondes, comme la mer de Ross, au fond de la mer de Ross. Ça flotte et ça fait des plateformes, on dit souvent ice shelf, c'est des plateformes de glace, si vous voulez, qui flottent, qui vont très très loin. On va aller voir la plateforme glaciaire de Ross, suivant. Donc voilà, ça c'est une photo, c'est la barrière de Ross. C'est le bout de cette calotte qui descend, qui flotte jusqu'à 600 km, et ça c'est l'extrémité. Le trait noir que vous avez sur la photo, ce n'est pas un artefact, c'était en 93, on faisait les photos avec des cerfs-volants. Donc on envoyait le cerf-volant, et clac, 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 on en faisait plein, le ex-espoir d'en avoir une bonne. Et donc voilà une photo là. On se rapproche... Suivant, on se rapproche du mur. Voilà ce que c'est que la barrière de Ross. Vous voyez, l'épaisseur, ça fait 30-40 mètres de hauteur. Ça veut dire que dessous, il y a presque 8-9 fois la même surface. Et à un moment donné, ça va se fracturer et ça va faire un iceberg qu'on appelle iceberg tabulaire, on dit nous, parce qu'ils sont plats comme des tables. Suivant. Donc, voilà la formation de l'iceberg. Vous voyez, il y a donc à gauche, vous avez la calotte qui descend, l'ice flow qui descend, puis qui flotte sur la mer, et à un moment donné, il y a une érosion par le courant qui gratte dessous un peu, ça se fracture, et il y a un iceberg qui va naître. Et ça, c'est depuis toujours. Aujourd'hui, il y a une accélération, on le verra, mais depuis toujours, la formation d'iceberg se fait comme ça, à partir des plateformes de glace. Suivant. Et voilà, c'est fini.
Pour le moment. Merci beaucoup, Jean-Louis. J'ai eu la chance de lire votre roman Transantarctica. Vous avez fait la traversée du coup, de l'Antarctique à pied à la fin des années 80 et vous expliquiez dans ce bouquin que parfois cet environnement donnait un peu presque le tournis tant il était difficile de différencier les jours, en tout cas très nuageux, le ciel du sol, que tout ce blanc finissait finalement par être un peu étourdissant. Je ne sais pas si vous voulez peut-être faire un commentaire là-dessus avant qu'on passe à la suite. Sur la traversée de l'Antarctique? Sur ça, et puis sur le fait d'être dans un environnement plongé de blanc avant qu'on oui. voit la Alors, biodiversité. la traversée de l'Antarctique, comme vous dites, c'est-à-dire le sud, on l'a fait avec des traîneaux à chiens, c'est une équipe internationale, ça a duré 7 mois, c'est une très grande monotonie, parce que la calotte, elle est relativement stable. Bien sûr, elle se fracture dans les endroits où il y a près des montagnes, si vous voulez, comme tout. C'est pas élastique, la glace. Hein, c'est comme en montagne, le glacier descend, il y a une petite bosse, clac, il va se casser parce que la glace n'est pas élastique, ça fait une crevasse. Et en Antarctique, les crevasses sont à la hauteur, à la taille du continent. C'est absolument géantissime, quand vous avez des crevasses géantes. Ça, c'est au sud. Il y a des érosions qui sont dues au vent. On a l'impression de temps en temps que ce sont des champs labourés, voyez. Mais c'est d'une grande monotonie, il fallait en avoir envie tous les jours. Mais là, c'est pas moi, c'était les chiens qui faisaient ce travail. Juste un moment important de cette expédition, 89, se passait à Paris la réunion du traité de l'Antarctique. Avait été ratifiée en amont la convention de Wellington. Wellington, c'est une ville en Nouvelle-Zélande où avait été signée par l'ensemble des pays du traité la possibilité d'exploiter les richesses de l'Antarctique. En 89, en octobre 89, se passait à Paris la réunion du traité. Devait être ratifiée cet accord qui ouvrait à l'exploitation en 89. Et à cette époque-là, il y a eu Michel Rocard et le Premier ministre australien qui se sont dit « mais peut-être on a le temps, donnons-nous du temps ». Et ils ont eu cette intelligence diplomatique de dire « on va faire un moratoire », c'est-à-dire ne nous pressons pas pour signer la convention, donnons-nous du temps. Et donc jusqu'en 2048, effectivement, normalement, les membres du traité ne sont pas autorisés à exploiter les richesses. Merci beaucoup. Maintenant qu'on a eu un peu un tour d'horizon de ces régions, de où elles se situent, de comment elles sont composées, et qu'on a posé cette question de est-ce qu'il n'y a que du blanc au pôle, j'aimerais maintenant interroger Emmanuel pour poser cette question. Est-ce qu'il ne s'agit que de déserts blancs? Est-ce qu'on trouve de la biodiversité en Arctique? On va à chaque fois procéder du nord au sud. Voilà, donc je te donne la parole là-dessus pour que tu puisses nous raconter un peu ce qu'on peut découvrir dans ces régions. Merci. Oui, alors moi je m'intéresse à la face sous-marine, plutôt des régions qu'on explore. Donc on a travaillé en Arctique pendant plus de 10 ans. Et les gens ont souvent pensé à tort que l'océan Arctique c'était un peu un désert et surtout que tout se ressemblait, c'est-à-dire que c'était un paysage de glace sous-marin. Et en fait, la biodiversité en Arctique, elle est à l'échelle d'un océan, c'est-à-dire qu'elle est très diverse et très variée. Et donc, par exemple, ça c'est une image qui a été prise au pôle Nord géographique en 2010. C'était notre toute première expédition. Donc vous voyez qu'il y a une visibilité qui est absolument incroyable, qui est limpide parce qu'on sort de la nuit polaire, donc le plancton n'a pas pu se développer. Donc on a une visibilité qui est absolument incroyable. Et comme ça, on a l'impression qu'il n'y a rien. Mais si on se rapproche un peu, on va voir des anges de mer, des cténophores, du krill, des nuages de krill. On a même eu la visite de phoques, de morues arctiques. Mais là, quand même, globalement, on est dans des rencontres un peu furtives à l'échelle du centre d'un océan, où là, on a 5000 mètres sous mes pieds, là, enfin sous mes palmes, il y a 5000 mètres de fond à peu près. Je crois que sur la photo d'après, là, vous voyez, c'est à l'extrême inverse. Là, on est dans le nord du Groenland, dans un endroit où on a eu la chance de croiser à 8 reprises des requins du Groenland, qui n'ont pas été, on est les seuls à ma connaissance sans avoir pêché, sans avoir appâté, à avoir croisé des grands requins du Groenland à plusieurs reprises, complètement par hasard, mais ça c'est la chance des gens qui restent longtemps quelque part, c'est que ça laisse de la place à la surprise.
Et donc là, à l'inverse, on a les grands animaux. On est sur la côte du Groenland. Donc là, on a la période de bloom planctonique. Vous voyez que l'eau est beaucoup moins claire qu'au pôle Nord. Et si on se rapproche encore un peu, à d'autres endroits, on a des coraux, on a des anémones de mer, on a énormément de poissons. Et en fait, plus on plonge profond, parce que nous, notre deuxième spécialité après le polaire, c'est de plonger assez profond. En fait, on peut découvrir des espèces quasiment à chaque immersion. Donc c'est des terrains de jeu, d'exploration, mais surtout d'exploration scientifique qui sont encore quasi vierges et extrêmement intéressants. Mais sauf qu'en fait, les changements climatiques sont prêts à bouleverser ça avant même qu'on ait compris et découvert tout ce qui s'y cache. Et je ne sais pas si c'est à ce moment-là que j'avais mis une petite vidéo de la forêt. Je ne sais pas. C'est après? Non, mais c'est très bien. On pourra en parler... On pourra en parler après. Mais voilà, tout ça pour dire que derrière le blanc qui apparaît en surface, quand on passe la tête sous l'eau, assez étrangement, on redécouvre tout un monde qui est très très coloré. Donc vous le verrez juste après dans une petite vidéo. Et comment on plonge sous la glace? Quelle est la saison? Comment ça marche concrètement? Et comment on plonge sous la glace? Eh ben, on fait un trou quand on est en hiver. Alors ça dépend. Au pôle Nord, on était sur une expédition à ski et on traînait des poulkas, exactement comme Jean-Louis en 86. Et puis régulièrement, on creusait des trous à la tarière à glace et à la scie pour s'immerger sous la glace. Et puis en été, depuis notre bateau, parce que maintenant on a un bateau d'expédition, on plonge directement depuis le bateau. Voilà. Mais après, ça demande un équipement spécifique et un entraînement surtout spécifique. C'est des plongées qui durent entre 1 heure et 3 heures et demie pour les plongées profondes. Donc il faut du matériel qui permette d'aller à ces profondeurs-là. Il faut des combinaisons étanches, des sous-combinaisons. Depuis quelques années maintenant, on a des batteries. Donc on peut avoir des sous-combinaisons chauffantes. Donc ça a beaucoup transformé le confort qu'on a en plongée. Et puis après, il y a tout le matériel scientifique. Donc on est très lourd. On fait quasi 100 kilos au moment de la mise à l'eau avec tout le matériel qu'on a. Donc c'est à peu près 2 fois mon poids. Et donc pour ça, on a des propulseurs qui nous permettent de nous déplacer sans nous essouffler sous l'eau en sécurité. Voilà. Et un peu plus rapide parce qu'on n'est pas très très mobile. Voilà. Quand on est sous l'eau, on est un peu comme des cosmonautes. Et dernière question là-dessus, jusqu'où vous pouvez descendre dans ces régions-là? Alors je crois que les plongées les plus profondes qu'on ait fait, c'était 112 mètres. Peut-être 120 mètres maintenant. 112 ou 120 mètres, là maintenant on fait. Et donc mais on travaille quotidiennement, là notre dernière expédition au Svalbard, on travaille quotidiennement à entre 80 et 100 mètres de profondeur en tout cas. Et c'est vraiment les endroits qu'on vise pour trouver ces écosystèmes qu'on appelle des forêts animales marines, qui vont recréer comme des écosystèmes de forêt dans lesquels la biodiversité vient se réfugier. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment de découvrir ce fonctionnement, ces forêts, pour pouvoir mieux les protéger ensuite et les intégrer à des politiques de conservation. Puisqu'aujourd'hui, comme ils ne sont pas connus, ils ne peuvent pas vraiment être intégrés aux politiques de conservation. Merci beaucoup, Emmanuelle. Merci. Je vais poser une question similaire à Clémentine. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement des expéditions de Tara et de cet aspect découverte de biodiversité dans ces régions? Alors moi, je vais vous parler de... Ah, je pensais pas commencer par celle-là. J'allais vous dire, mais c'est pas grave, j'allais vous parler du pourquoi je me lève le matin. C'est un très bon début, hein, ceci dit. Et ça s'appelle le plancton. Est-ce que vous vous souvenez de qu'est-ce que c'est le plancton? Je pense que vous avez le droit de parler, on a un petit groupe, non? C'est pas des planctons. Ouais, j'ai entendu, au début de la chaîne alimentaire. Ouais. Parfait. Voilà. Alors, je vais revenir sur... En fait, je voulais qu'on mette un peu des lunettes qui nous permettent de regarder directement dans l'eau et faire un focus sur ce que Emmanuelle vient de nous présenter, sur la biodiversité en fait, qui existe en Arctique. Parce qu'il y a tout ce monde-là, ce plancton, ces micro-organismes qui finalement ne peuvent pas se déplacer par eux-mêmes. C'est pour ça qu'on les appelle planctons. Différents types de plancton, phytoplancton, zooplancton. Il y a aussi les virus, les microbes, les bactéries qui font partie de ce monde-là. Et nous, à la Fondation Tara Océan, en fait, on étudie toute cette biodiversité-là, ce plancton-là, que ce soit dans les pôles ou ailleurs, à travers, pendant les 20 dernières années sur notre goélette Tara, du coup un voilier.
ancien Antarctica que j'ai vu sur la belle photo à côté que tu as présenté là. Et maintenant sur le nouveau bateau dont je vais vous parler un peu plus tard, Tara Polar Station, qui vient d'être baptisé du coup le 24 avril à Lorient. Et donc pour revenir sur cette slide, du coup sur le contexte historique, en fait, le pourquoi est-ce qu'on a construit ce nouveau bateau, vous voyez le plus à gauche, qui s'appelle Tara Polar Station, c'est parce qu'on s'est rendu compte que finalement la présence dans l'océan Arctique central, moi je vous parle vraiment de l'océan Arctique central. L'Arctique, comme nous a présenté Jean-Louis, c'est un océan et évidemment il y a plusieurs pays qui sont limitrophes à l'Arctique. Il y a des gens qui vivent évidemment sur les côtes, mais nous on veut aller avec Tara, c'est vraiment en plein milieu où finalement il y a une vraie biodiversité présente, mais les humains ne sont pas présents, comme vous avez compris, c'est en plein milieu de la banquise. Et donc si on voit en fait un peu cette présence en Arctique, c'est de 1893 à nos jours, alors on n'a pas mis tout le monde, je ne veux froisser personne dans la pièce, mais on voit que les expéditions, en tout cas à bord de navires, qu'il y en a très peu. Et surtout, et notamment, on s'est rendu compte que les expéditions vont surtout en Arctique lors de la présence où il y a le moins de glace, c'est-à-dire en septembre. Pourquoi ? Parce que c'est plus accessible. Pourquoi ? Parce qu'il fait jour aussi. Et rarement, en fait, on fait des expéditions à travers les saisons et à travers les années. Je ne vais pas vous lire ce que vous voyez ici, mais ça a commencé évidemment très tôt avec le Fram, le bateau de Nansen. Ah bah génial, voilà, vous pouvez voir du coup sa trace en verte sur la carte. Nous, Tara, on s'est inspiré de cette dérive qui était quand même sur un bateau en bois à l'époque. Alors merci Jean-Louis, lui il avait construit un bateau en alus qui résistait déjà mieux tout aussi bien à la glace, on va dire. Et donc sur la carte que vous voyez ici, on voit la dérive du Fram qui a duré 3 ans, et ensuite le tracé que vous voyez, c'est orange, c'est le tracé de Tara. Et là, la dérive a duré 1 an et demi. Évidemment, c'était 100 ans plus tard. Donc en fait, l'expertise de Tara dans l'océan Arctique, il a commencé en 2006-2008 avec cette première dérive. Ensuite, je pense on avait mis une deuxième slide, oui, pour vous dire que en fait, comment se passent les autres expéditions scientifiques. Généralement, c'est à bord de brise-glace. Donc, comme vous pouvez imaginer, un brise-glace, c'est coûteux. Ils y vont aussi souvent, comme je disais, sur la période plutôt été-printemps. Ou alors, il y a des bases, des camps de glace, tout simplement, où on peut poser carrément une tente sur la glace. Ça aussi, ça se fait plutôt quand il fait jour. Et voilà, donc ça, c'est les 2 autres manières d'aller finalement faire des prélèvements, et pas que. Avec Andorre de Pôle, on a bien vu qu'il y a d'autres manières aussi, mais je voulais illustrer un peu les plus grosses expéditions internationales qui sont aussi présentes dans la zone. Et donc ça, c'était ce que je présentais juste avant. On voit l'image du coup de Tara pris dans la glace. Je la trouve toujours impressionnante, cette image. Il y a rien autour. Alors je sais que moi je ne travaillais pas encore à la Fondation à l'époque, mais ils ont quand même eu des 2 brise-glaces qui sont passées proches du bateau et des visiteurs. Donc il faut imaginer qu'ils étaient pris dans la glace depuis des mois et des jours, et puis d'un coup ils ont des visiteurs qui viennent de nulle part. C'est un peu surprenant. Donc ça, c'était l'expédition qui a duré 507 jours. Et la prochaine expédition... Et donc du coup, après là, pour monter la prochaine expédition Tara Polaris 1, qui sera la première expédition de Tara Polar Station, on échange avec notamment énormément de scientifiques, et notamment l'équipe de l'Alfred Wegener Institute, qui est un laboratoire en Allemagne, qui a fait une expédition entre 2019 et 2020 qui s'appelle Mosaïque, et à bord de leur brise-glace. Donc eux, on travaille avec eux pour continuer en fait les protocoles qu'ils ont commencé, pour apprendre de leur expédition. Eux, ils ont un brise-glace qui est très différent du Tara Polar Station, c'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent remettre les moteurs puis se déplacer dans la glace, casser la banquise, ce que les bateaux de la Fondation Tara ne peuvent pas faire. Donc en fait, ils ont fait 4 petites dérives. On voit pas très bien là sur la carte, mais c'est les petites tracés verts que vous pouvez voir. Et donc... du coup, je dévoile tout d'un coup, là. Ouais, peut-être qu'on pourra rentrer plus en détail de la après. TPS sur le segment d'après. Ouais, mais je vous parlerai de plancton après, du coup. Ah bah voilà, c'était ça la première image. Maintenant. La voilà, donc. C'est pas grave. Alors pour revenir sur le plancton, ce mandala, il est magnifique. Je pense qu'il peut tous nous évoquer quelque chose. S'il y a des artistes dans la pièce aussi, ça va peut-être
vous donner de l'inspiration. On voit les plus gros planctons en haut, donc la méduse est un plancton. Quand vous vous baignez, elle ne fait pas exprès de venir vous voir, elle ne peut pas vraiment venir vous voir, elle se déplace avec le courant. Et tout en bas, du coup, on a jusqu'au phytoplancton. Et en fait, l'importance de ce qu'on souhaite faire en Arctique, déjà, c'est de découvrir, parce que comme disait Emmanuel, en fait, on ne connaît pas forcément très bien encore cette biodiversité qui existe, parce que comme vous avez compris, les expéditions sont moindres, et puis surtout que sur des périodes ciblées dans l'année, et non pas à travers l'année, à travers les saisons, pardon. Et donc nous, on veut essayer de comprendre en fait comment est-ce que cette biodiversité réagit au moment où la glace se forme, par exemple, ou au moment où la glace fond. Aussi, quand on l'a évoqué, l'Arctique, c'est un espace où on a la nuit polaire pendant plusieurs mois, et puis après on a le soleil de minuit, c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout de nuit. Comment est-ce que ce plancton réagit face à ça? On sait que, comme disait Emmanuel, il y a le bloom qui peut se faire au moment où le soleil revient. En hiver, qu'est-ce qui se passe? Où est ce plancton? Pendant les périodes de transition, du coup, au niveau des équinoxes, le plancton a tendance à monter et descendre, évidemment, et participe à la pompe pompe à carbone. À la pompe carbone, voilà, excusez-moi, et puis tous les échanges des nutriments. Je pense que j'avais dû mettre une autre photo juste après. Bon, voilà, pour illustrer par une illustration scientifique de cette biodiversité qui est bien présente et dont vous avez eu la chance de pouvoir observer une certaine partie en Arctique. Et du coup, donc le plancton est à la base de la chaîne alimentaire, évidemment, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et du coup aussi, à travers les saisons, en fait, comment est-ce que les stocks de poissons se déplacent, comment ils se nourrissent sur ce plancton. Vraiment observer ça à travers les saisons. Et puis la photo juste d'après, si c'est possible. Voilà. Donc ça, en fait, c'est pour vous montrer que moi, je rencontre des gens, en fait, leur métier, c'est d'étudier les algues dans la glace, dans la glace de mer. Je trouve ça fascinant, en fait. Et du coup, c'est vraiment comprendre aussi comment cette algue et ces différentes algues, elles ont un impact sur tout le reste du plancton et aussi comment elles évoluent, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, à travers les saisons, quand le soleil revient, quand le soleil repart, quand la glace se forme et quand la glace fond. C'est tout le but de cette nouvelle expédition, en rapide. Merci beaucoup, Clémentine. Et voilà, petit récap, le plancton, très important. On a le zooplancton, le phytoplancton, à la base de la chaîne alimentaire, qui circule dans l'océan, qui se laisse dériver au gré des courants et qui participe également à la production, la captation de CO2 et à la production d'oxygène. Donc des enjeux de connaissance quand même très importants, de manière très basique et aussi dans les temps qui courent, vu le contexte de crise du climat et de la biodiversité que nous traversons. Céline, quid de l'Antarctique dans cette histoire? Alors, quid de l'Antarctique? On va passer au pôle sud, donc à l'Antarctique. La première question, c'est en effet désert blanc ou bleu. On peut se poser la question quand on voit cette photo. Mais prochaine slide, avant d'aller dans le détail de la biodiversité antarctique, j'aimerais revenir sur un point qui a été évoqué par Jean-Louis, qui est donc ce continent antarctique qui est finalement recouvert de 98% de glace, une couche de glace d'environ 1,6-2 km d'épaisseur, jusqu'à 5 km en son centre quand même. Et ce qui est intéressant, c'est que ce continent qui fait à peu près 14 millions de kilomètres carrés, donc 28 fois la France, double en fait sa surface tous les ans. Tous les hivers, en fait, vous voyez qu'une banquise, finalement, va s'accoler, va s'adosser à ce continent antarctique et ça double donc la superficie du continent antarctique. Et donc, vu d'ici, c'est vrai qu'on se dit 98% de glace, c'est pas très propice à la biodiversité. Et eh bien, on se trompe. On a une biodiversité qui est incroyable, incroyablement exotique, comme vous allez le voir. Prochaine slide. Alors, faut bien comprendre l'Antarctique en 3 zones. Il y a une zone continentale, donc qui est relativement désertique, comme on peut le voir ici. Il y a quelques pitons rocheux, ce qu'on appelle des nunatak, qui veut dire, je crois, montagne en groenlandais, qui pointent et qui sont propices, on va dire, à certaines espèces.
quelques espèces de lichens, donc voilà, tout petit. On va trouver par exemple 200 espèces de lichens en Antarctique. En Antarctique et subantarctique, c'est pratiquement 400 espèces de lichens. Et également, on va trouver des oiseaux marins qui s'y aventurent jusqu'à 450-500 km dans les terres et qui viennent en fait se reproduire dans les interstices de ces montagnes. Donc vous avez par exemple les pétrels des neiges, les pétrels antarctiques, etc. Ensuite, plus on se rapproche de la côte, du littoral en fait, terrestre, je dirais, de l'Antarctique, et plus les espèces fleurissent. Et donc là, vous allez trouver des oiseaux marins, une quarantaine d'espèces d'oiseaux marins, notamment, donc, je parlais tout à l'heure des pétrels des neiges, le tout blanc, là, avec le bec tout noir. Et vous avez des océanides, vous avez des pétrels antarctiques, et bien évidemment, vous avez les espèces charismatiques du type manchot, donc manchot empereur, comme vous pouvez voir sur la photo de droite. Également, vous allez juste... Il n'y avait pas que des oiseaux sur cette slide. Il y avait également, vous pouvez voir également des mammifères marins. Donc vous avez des phoques crabiers, vous avez des phoques de Weddell qui viennent sur la banquise pour mettre bas, notamment. Donc voilà, vraiment une biodiversité qui commence à fleurir à partir du moment où on se trouve sur la côte antarctique. Ensuite, donc là, c'est vraiment l'explosion au niveau des biodiversités. Biodiversité marine, donc littorale, côtière et pélagique. Donc vous allez retrouver, comme l'expliquait Clémentine, tout le réseau alimentaire, donc avec le phytoplancton qui va pousser sous cette banquise, qui va être brouté par le zooplancton, donc ces petites larves de petits poissons, de crustacés, mollusques, etc. Et ensuite viennent donc les consommateurs secondaires et tertiaires, donc prédateurs supérieurs, comme les manchots, comme les oiseaux marins au sens large, et également les cétacés, donc les orques et les baleines. Donc une biodiversité luxuriante. Et en fait, une des caractéristiques aussi de la biodiversité antarctique, c'est son endémisme, c'est-à-dire qu'on va retrouver ces espèces qu'en Antarctique, c'est-à-dire que le continent antarctique s'est vu isolé pendant plusieurs millions d'années, on dit à peu près entre 15 et 30 millions d'années. Donc, conséquent, ces espèces, en fait, ont développé des adaptations complètement loufoques et extraordinaires. Alors, comme je suis plutôt oiseau marin, je vais vous montrer sur la prochaine slide donc, cette adaptation qui est formidable du manchot empereur, qui est en fait ce qu'on appelle la thermorégulation sociale, c'est-à-dire que pour contrer des températures de moins 50, moins 60, là il fait moins 50, moins 60, alors qu'ils sont, donc là c'est un groupe de mâles qui a son œuf, chaque individu a son œuf sur ses pattes, et ben pour contrer en fait ce climat très froid, ils forment des groupes collectifs pour conserver la chaleur. Et ce qui est assez marrant aussi, juste petite anecdote, c'est que pourquoi finalement ces tortues, on appelle ça également des tortues, se cassent à un moment donné, c'est qu'il fait extrêmement chaud, c'est les tropiques en fait au centre de ces tortues, et il fait plus de 36-38 degrés, donc conséquence ils sont obligés de faire du turnover pour s'assurer de ne pas être en excès de chaleur en fait, tout simplement. Voilà, pour la biodiversité antarctique. Merci beaucoup. Et j'espère que vous êtes tous contents d'avoir appris le concept de thermorégulation sociale que je ne connaissais pas, que je trouve très intéressant et qui... ouais, c'est pour ça qu'il fait très chaud dans la salle. On était les uns contre les autres. Chacun est un chauffage à 37, donc vous comprenez que tout à fait. Température ambiante. Et là, du coup, c'est choisi, contrairement au métro parisien. Donc, comme quoi, ça peut servir. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Je vais maintenant... adresser une question globale à chacun d'entre vous. Donc on a vu que en Antarctique, il y avait encore énormément de choses à découvrir. On a également vu que c'était des territoires qui étaient soumis à des évolutions assez rapides, notamment dues au réchauffement climatique. Vous qui êtes des témoins, du coup, qui faites partie des rares témoins de l'évolution de ces régions, j'aimerais savoir quelles principales évolutions est-ce que vous avez pu
constaté ces dernières années, puisqu'on parle quand même de changements qui sont accélérés et qui vont plus vite que sur le reste de la planète. Et je voudrais commencer du coup par Jean-Louis. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler Oui, là vous avez l'image de l'évolution de la banquise en Arctique, au pôle Nord. Donc il y a, regardez, en 80, j'ai pas les dates sous les yeux là, mais il y a combien, 20 années d'écart à peu près, non, un peu plus. Oui. Vous voyez la régression de la surface de banquise. Et donc l'océan Arctique perd ce qu'on appelle l'effet albédo, c'est-à-dire la capacité qu'a le blanc à réfléchir le rayonnement solaire. Ce n'est pas la chaleur, c'est le rayonnement solaire. Et donc, vous faites une expérience en sortant de la Réunion, là. Vous mettez la main au parking, où vous voulez, la main sur une voiture blanche, elle est à la température ambiante. La voiture noire, elle est chaude. Elle est plus chaude que la température, parce qu'elle a capté le rayonnement électromagnétique du soleil. On va la prochaine fois, je crois qu'on le fera au pôle Nord, dans la réunion de l'Académie. Voilà, on ira au pôle Nord la prochaine fois. On prendra des doudounes noires. Imaginez, tout d'un coup, il fait moins 35. On est tous avec une doudoune noire. Il y a un soleil radieux. C'est chaud. Parce que ça a capté le rayonnement électromagnétique du soleil. Donc, toute cette zone bleue qui est libérée de glace, en fait, elle capte le rayonnement. Elle se réchauffe. Donc, elle fait fondre par proximité la banquise qui est là, et surtout, elle se prendra en glace plus tard, puisqu'elle est chaude. Et donc, vous voyez, le courant, petit à petit, pousse la vieille glace, et donc, ça va être la partie sombre à droite, ben, ça va regeler. Il fait nuit et froid tous les hivers, donc ça regèle. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, la vieille banquise avait une épaisseur moyenne de 1,80 m, 2 mètres. Ça, c'est de la jeune glace qui va être faite là, et elle fait 80 cm, 1 mètre d'épaisseur, et elle va fondre à la fin de l'été. Et donc, on assiste à une régression progressive de la surface de la banquise qui pourrait peut-être disparaître, je ne sais pas, dans quelques décennies, à la fin de l'été uniquement, mais elle se refera l'hiver parce qu'il fait froid. Suivant. Voilà, vous demandez ce qu'on avait déjà vu, comment ça a évolué. Ça, c'est une photo que j'ai prise. J'ai traversé le pôle Nord en ballon. C'était en 2010. Vous voyez, il n'y a pas longtemps. Et ça, c'est une photo que j'ai prise le 5 avril. Là, je suis à 1500 mètres, je crois, ou 2000. Et tout d'un coup, je vois ces surfaces d'eau libres. C'est pas normal, vous voyez. Normalement, avril, c'est encore la fin de l'hiver en Arctique. Et donc, voilà, ce qui m'avait surpris, c'est cette immensité d'eau libre. Bien sûr, elle va finir par regeler, mais ces immensités qui ne gèlent pas vite, ça, c'est extrêmement surprenant. C'est une des illustrations qu'il y a des remontées d'eau chaude de plus en plus qui se font effectivement sous la banquise. Suivant. Là, on change d'hémisphère, on va en Antarctique. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai traversé l'Antarctique avec des traîneaux à chiens. C'était la ligne rouge, c'est la traversée qu'on a faite. Et on a démarré, vous voyez, à l'extrémité de la péninsule, fin juillet. Donc, fin juillet, c'est l'hiver, mais à cette latitude-là, on avait des heures de jour quand même, qui nous permettaient d'avancer. Et donc, on a mis 7 mois pour traverser. Suivant. Ah oui, revenez un peu en arrière. Voilà. Et donc, ce que j'ai entouré en noir, ce sont les premiers 600 kilomètres. On a progressé sur ce qu'on appelle l'ice shelf, je vous ai expliqué tout à l'heure. Et donc, là, sur la péninsule, ce sont des glaciers qui descendent de la montagne, qui arrivent sur la mer de Weddell et qui flottent et qui font des plateformes de glace, des ice shelf. Et donc, nous, on est passé sur cette plateforme. Eh ben, c'était en 89, juillet 89. Eh ben, ça s'appelle le Larsen Ice Shelf. Larsen était un explorateur, chasseur de phoques et de baleines. Le Larsen Ice Shelf, il a disparu. Suivant. Voilà, ça, c'est les images satellites qui nous montrent que ces parties-là, Larsen A, Larsen B et Larsen C, est en train de disparaître. Donc, on ne pourrait plus refaire aujourd'hui ce qu'on a fait en 89-90. Vous voyez, il y a une accélération importante de la perte des glaces côtières. Suivant, je crois que c'est... Ça, c'est pas moi. Ça, c'est toi. Eh bien, merci beaucoup. Même question du coup, Emmanuel. Mais c'est rigolo parce qu'en fait, vous vous souvenez de la photo qu'il vient de vous montrer, qui a été prise le 5 avril 2010 de son ballon? Et bien là, on est le 27 mars 2010, donc de la même année. Et je suis en train de traverser une énorme voie d'eau.
Et vous voyez que la lumière est un peu rousse parce qu'en fait, le 27 mars, le soleil vient de repasser au-dessus de l'horizon. En effet, donc on sort de la nuit polaire. Donc, comme le disait Jean-Louis, c'est la période de l'année où on est censé avoir la glace la plus épaisse, la plus solide. Et c'est d'ailleurs pour ça que toutes les expéditions polaires se battent pour commencer le plus tôt possible dans la saison pour avoir de meilleures chances d'arriver au bout et d'avoir une glace plus épaisse. Donc là, on est le 2e jour de notre expédition et on commence en traversant une voie d'eau comme celle-là. Et deuxième remarque, en 86, quand Jean-Louis a fait son expédition, si je ne me trompe pas, ton traîneau à toi, il flottait pas. Non. Il n'avait pas besoin de flotter parce que les voies d'eau, c'était pas si courant que ça d'en traverser. Tu pouvais les contourner. Nous, c'était impossible de les contourner parce qu'en fait, on était confrontés en permanence aux voies d'eau. Donc la base de notre expédition, c'était d'avoir des traîneaux qui pouvaient flotter parce qu'on était tout le temps en train de traverser et de ramer sur les voies d'eau. Donc en effet, il y avait déjà des grands changements entre l'époque où Jean-Louis a atteint le pôle Nord en 86 et donc en 2010 quand moi j'y étais. Et nous, on était 8 équipiers, nos traîneaux faisaient 140 kg, donc on était assez lourds. Et il a fallu un DC-3 pour nous poser sur la banquise. Donc c'est un avion qui est un peu plus gros que les Twin Otter, qui sont en général des petits avions qui atterrissent sur des skis. Et je suis retournée dans le passage du Nord-Ouest à Resolute Bay, qui était notre camp de base, qui était également le tien. Et j'ai revu les gens qui opèrent ces petits avions, qui emmènent depuis toujours les explorateurs polaires qui font des expéditions, et qui m'ont dit qu'on avait été les seuls et les derniers à avoir fait atterrir un DC-3 sur la banquise, et que l'année après nous, ils avaient complètement arrêté la logistique pôle Nord, parce qu'en fait, ils mettaient chaque année un avion dans l'eau. C'est-à-dire que chaque année, ils avaient un avion qui passait à travers la banquise. D'où le coût aussi de la logistique polaire, parce qu'il n'y a aucune assurance, évidemment, qui accepte d'assurer ces avions-là, quoi. Donc ils ont complètement arrêté. Donc cette expédition-là, en 2010 qu'on a fait, elle serait absolument plus réalisable aujourd'hui. Et nous, on a plongé. Et c'était très difficile d'avoir des... Nous, ce qu'on voulait justement ramener... alors, c'était une expédition un peu extrême. Vous voyez bien, on était en ski, en autonomie, sous tente. Donc, on ne faisait pas de la science comme on l'a fait aujourd'hui depuis notre bateau. On a fait des mesures d'épaisseur de glace et de neige un petit peu, mais c'était à la marge. L'idée, c'était vraiment de ramener un témoignage de la face sous-marine de la banquise du pôle Nord géographique. Et justement, parce qu'on savait que ça disparaissait, ça fond par en dessous, comme peau de chagrin. Et donc c'est pareil, les images qu'on a faites à l'époque, on aurait déjà des paysages radicalement différents aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y avait une slide après. Ah, voilà. Et ça, c'est une image que j'ai mise parce que donc 3 ans, 4 ans plus tard, on est parti avec notre bateau donc au Groenland, où on a vécu pendant 2 ans. Donc on a laissé le bateau se faire prendre dans la glace pendant tout un hiver. Justement parce que, comme le soulignait Clémentine, il y a une vraie appétence des scientifiques pour les projets qui sont dans la durée et qui peuvent ramener des résultats à travers les saisons. Et bon, on faisait de la plongée, mais je dis souvent que je suis allée au Groenland pour la plongée et je suis revenue touchée par les gens qui y vivent, et en particulier par les Groenlandais, donc évidemment, avec lesquels on a mené des expéditions à chien de traîneau, et qui, eux, nous racontaient que, en fait, d'une saison de glace, là où on était, donc dans la baie Nunanak, de 6 à 7 mois par an qu'ils avaient il y a encore quelques années, aujourd'hui, elle était au plus court à 2 mois, et dans les meilleurs cas à 4 mois. Et que ça avait bouleversé déjà complètement leur mode de vie. Donc ce qui pour nous, à l'époque, c'est donc à la veille de la COP 21, ça... Ce qui pour nous était déjà encore quelque chose, un concept assez éloigné de notre quotidien. Pour ces gens-là, là-bas, c'est déjà une réalité brûlante. Et vous voyez qu'il n'y a pas de neige cette année-là du tout sur la glace. La glace en fond de baie s'était formée assez tôt, mais à Oumanak s'était formée très tard et sans neige. Donc les chiens avaient très mal aux pattes parce qu'ils étaient directement sur la glace de mer, donc ça attaquait les coussinets. Et les chasseurs m'expliquaient qu'ils avaient déjà dû abattre la moitié de leurs chiens dans les villages parce qu'ils ne pouvaient pas chasser suffisamment, que entretenir des chiens à l'année, si on ne pouvait pas chasser suffisamment, ce n'était pas rentable, et que aussi, socialement parlant, ils étaient coupés les uns des autres parce qu'il n'y a pas de route entre les villages. Pour se déplacer entre les villages au Groenland, il faut prendre un hélicoptère, la plupart du temps, ça coûte très cher, et donc ils attendent en permanence
l'arrivée de la banquise, parce qu'avec l'arrivée de la banquise, on va pouvoir se déplacer à traîneau, on va pouvoir se déplacer à scooter et même en voiture sur la glace pour aller se rendre visite aux amis, rendre visite aux familles, organiser le match de foot entre les villages, la course de chiens de traîneau. Donc en fait, tout le lien social également se fait avec la glace. Donc on parle beaucoup des évolutions pour la biodiversité arctique. Et en effet, ces changements-là, ils sont très très touchés. Évidemment, les animaux, la biodiversité est très touchée, mais les hommes là-bas sont déjà également touchés de plein fouet par ces changements. Merci Emmanuel pour ce témoignage. Et c'est vrai que voilà, on voit qu'il y a en effet des évolutions très rapides, plus rapides que dans bien des régions du monde, et qu'évidemment il y a aussi des populations qui vivent dans ces régions. Elles sont directement impactées et comme on l'a vu, leurs conditions de vie sont déjà en train de changer à tout un tas d'égards. Avant de passer la parole à Céline, non, je voulais d'abord te questionner, toi, Clémentine, pour rebondir un peu justement sur comment est-ce que l'expédition doivent s'adapter à ces changements assez rapides. Est-ce que tu peux nous dire un peu, vu ta position chez Tara, comment les choses ont évolué ces dernières années pour s'adapter aux nouvelles conditions? D'un côté... Enfin, nous, entre guillemets, c'était facile. On a construit un nouveau bateau. Donc, avec toutes les contraintes, évidemment, qu'on avait en tête. Le bateau qu'on a construit, c'est un bateau qui doit être autonome pour pouvoir naviguer, mais qui doit être aussi autonome et confortable, pris dans la glace. L'impact que ça a, je dirais que c'est surtout sur le tracé. C'est qu'en fonction... Je ne sais pas si on peut remettre la carte... non, c'est pas grave. Ce qui est très important, c'est là où le bateau va être pris dans la glace, donc comme vous avez compris, pour dériver directement dans la banquise. Donc prisonnier volontaire de la banquise. Et dérive donc avec cette banquise les courants et les vents qui déplacent la banquise, comme nous expliquait Jean-Louis. Mais donc, du coup, en fonction de là où le bateau se positionne en début de dérive, on va voir... On part sur en fait la théorie de ce que Tara a fait à l'époque de 2006-2008. On doit évidemment, c'est mon travail, se projeter et programmer toute la partie opérationnelle, mais on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Il y a la théorie, il y a la pratique. On imagine qu'on va partir sur des expéditions qui vont durer 18 mois. Mais finalement, s'il y a une tempête, si on voit des grosses ouvertures déjà au mois d'avril et que le bateau, en fait, finalement, sort tout seul de la glace, et là, il faut justement que notre bateau puisse être autonome et puisse soit se remettre dans la glace par lui-même parce que ce n'est pas un brise-glace, donc il faut qu'il puisse revenir dans un espace où la glace va se former autour, ou alors il faut qu'il soit autonome pour se déplacer d'un point A à un point B, tout simplement. Mais après, ça c'est un peu sur la partie technique du bateau, mais le côté partie scientifique, j'ai été très surprise parce que je ne suis pas scientifique et je n'ai pas cette expertise de l'Arctique, mais d'apprendre que finalement il n'y a plus de glace pluriannuelle en Arctique central, dans l'océan Arctique central. Donc ça, dans l'étude, c'est très important. On voit les scientifiques aussi, ils vont vraiment étudier du coup les canaux de saumure, c'est-à-dire qu'en fait, quand la glace de mer se forme, au bout d'un moment, le sel tombe, descend et crée des canaux en fait de saumure. Où là aussi il y a toute une biodiversité qui évolue. Là, les scientifiques ils vont évoluer ça en fait sur l'année sur laquelle ils seront sur place, mais non pas sur les années précédentes. Pareil sur les carottes qui vont être étudiées. Tout ça, du coup, c'est une autre façon en fait de récolter de la donnée et d'avoir cette analyse sur les années précédentes. Merci Clémentine. Donc voilà, nécessité pour les expéditions de s'adapter constamment à ces évolutions, pour la recherche aussi de s'adapter, mais on le verra juste après quand on entrera plus en détail de certaines expéditions emblématiques. Et du coup, Céline, pour clôturer ce segment, pareil, quel est le témoignage des évolutions en Antarctique, les principaux impacts que vous avez pu mesurer, observer et sur lesquels vous travaillez? Alors, je n'ai pas forcément beaucoup de photos des impacts. Je pourrais vous faire la liste des différentes menaces, on va dire, pour ces écosystèmes antarctiques et la biodiversité antarctique. Mais déjà, un premier témoignage, c'est certainement cette banquise estivale aussi en Antarctique, qui font à vue d'œil. Depuis ma naissance, donc fin des années 70, donc une cinquantaine d'années, on a perdu 38% de la banquise estivale, 38%, 40%. Donc des impacts, un impact forcément sur la physique, sur
sur, on va dire, tous les processus physico-chimiques, mais également un impact sur la biodiversité, puisque certaines espèces sont vraiment tributaires de cette banquise. Je pense notamment au manchot empereur, qui en fait a besoin de cette banquise pour se reproduire. Donc il se reproduit sur la banquise, et aussi pour s'alimenter, puisque tout le réseau trophique en fait s'accroche, on va dire, à cette banquise. Donc pour le manchot empereur, c'est double peine, hein. Il ne peut pas se reproduire, il ne peut pas s'alimenter. Et en effet, en termes d'impact sur ces populations de manchots, on voit sur la partie ouest de l'Antarctique les populations qui sont en train de s'effondrer. Donc les manchots Adélie, par exemple, depuis la fin des années 70, c'est à peu près 70% de la population en péninsule ouest qui a disparu, tout simplement. Et les manchots empereurs sont en train d'emboîter le pas, avec des diminutions drastiques aussi de leur population dans la partie ouest. Donc voilà, premier point. Ensuite, d'autres témoignages, par exemple, des températures qui ont été des températures records qui ont été enregistrées à Concordia, donc une base antarctique franco-italienne qui se trouve au cœur de l'Antarctique, où ils ont enregistré des températures de moins 11 degrés en mars 2022, alors que d'habitude, on est plutôt à du moins 60, moins 50, moins 60. Donc on a un delta de 40 degrés, ce qui est énorme. Et ce qui va jouer forcément sur la calotte glaciaire, ce qui va faire boule de neige, finalement, la fonte de cette calotte glaciaire. Et on ne le voit pas tout de suite maintenant ici, on va dire en Europe, mais bientôt, ça amènera à une élévation du niveau des mers qu'on devrait pouvoir observer d'ici quelques décennies ou à la fin du siècle. Donc deuxième point. Ensuite, on travaille actuellement avec un doctorant au département de biologie polaire du Centre scientifique de Monaco sur la survie des jeunes manchots Adélie. Et en fait, on a un observatoire en Terre Adélie, mais on a fait une méta-analyse des différentes populations tout autour de l'Antarctique, et on observe en fait une diminution de 30% de la survie des jeunes des jeunes manchots depuis une vingtaine d'années. Et donc, qui dit une survie moins bonne pour les jeunes, forcément, ça fait boule de neige aussi. Il n'y a pas de recrue dans la population. Et s'il n'y a pas de recrue dans la population s'effondre, tout simplement. Donc tous les voyants sont au rouge, je dirais. Et pourquoi? Alors, les menaces, j'ai fait simplement une petite liste ici des différentes menaces. Donc, on a parlé du réchauffement climatique et l'effet boule de neige aussi par rapport à l'effet albédo, dont a parlé Jean-Louis tout à l'heure. Les pêcheries industrielles, qui sont assez prononcées en péninsule antarctique et qui devraient être de plus en plus problématiques dans le futur, puisque actuellement la zone de la péninsule antarctique est relativement libre de glace en été. Et plus ça fond et plus les zones sont à disponibilité pour les pêcheries, et plus la convoitise de la part des pêcheries industrielles se fait. La pollution chimique aussi, donc pollution chimique aussi bien les POPs, donc des polluants organiques éternels, permanents, comme les PFAS. On en parle beaucoup actuellement des PFAS. On en trouve en Antarctique aussi. On trouve des métaux lourds, du mercure, du plomb. On trouve des pesticides, des insecticides, du mirex, du glyphosate. On vient d'en détecter chez les manchots empereurs et Adélie, et des micro- et macroplastiques. Pareil, on vient de publier un papier avec un collègue de Strasbourg où on trouve des bouchons, des câbles dans les estomacs des manchots royaux. Donc on se doute que s'il y a des gros machins comme ça, il y a aussi du microplastique dans le circuit. Des espèces invasives. Donc les espèces invasives proviennent notamment des bateaux de pêche et touristiques. Donc en fait, les espèces invasives vont se retrouver dans les ballasts, et en fait les ballasts vont recharger finalement ces espèces qui vont prendre le dessus, parce que comme je le disais tout à l'heure, les espèces antarctiques sont des espèces qui ont été isolées pendant des millions d'années, donc elles ne sont pas armées, on va dire, pour faire face à de nouvelles espèces invasives. Mais c'est pas simplement en mer, c'est aussi en subantarctique par exemple, on retrouve des plantes
du pissenlit, des graminées qui prennent le dessus sur les espèces endémiques. Et on va retrouver aussi les souris, les rats, les lapins. Mais alors, souris et rats, c'est problématique parce qu'en fait, elles boulottent les poussins de manchot, pas les poussins de manchot, mais les poussins d'albatros qui se font grignoter en fait par les souris. Donc voilà. Et puis acidification des océans, c'est vrai que c'est pas encore bien marqué, mais on se doute que les espèces à coquilles vont aussi avoir beaucoup de mal dans le futur. Donc voilà. Merci pour ce bilan, même s'il est un peu dur à entendre, mais ça nous permet de basculer sur la deuxième partie de cet événement. On a bien vu qu'il se passe énormément de choses dans ces régions. On a déjà eu des premiers retours d'expérience et merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. Mais on a aujourd'hui des expéditions qui se montent un peu partout dans le monde. Elles sont rares, mais elles sont plus que nécessaires. Elles viennent tous répondre à des enjeux spécifiques de connaissance, mais aussi de sensibilisation à ces enjeux. Au-delà de la recherche, qui évidemment est centrale, il y a aussi un aspect, politique derrière ça. L'objectif, c'est de faire connaître ce qui se passe dans ces régions, de faire en sorte qu'on puisse prendre des mesures pour améliorer la situation comme on le peut. Et du coup, là, je vous propose dans cette deuxième partie qu'on fasse un peu un focus sur certaines expéditions emblématiques, certaines qui se sont déjà déroulées, certaines qui sont à venir. Et on va commencer avec Emmanuel, qui va pouvoir nous parler de l'expédition Deep Life, menée par Under the Pole. Oui, alors tout à fait. Donc, nous, on a continué. On a travaillé pas en permanence, mais à peu près sur une plage de temps de 10 ans en Arctique. Et donc, notre dernière expédition, c'était en 2022 au Svalbard. On travaille actuellement sur un projet qui dure 10 ans, qui est en partenariat avec le CNRS et un consortium de scientifiques internationaux qui s'appelle Deep Life. Donc, on s'intéresse aux écosystèmes mésophotiques. Alors je sais que c'est un mot compliqué, mais c'est un mot qui est important parce que ça définit une grande partie de nos océans entre 30 et 200 mètres de profondeur. Donc juste un peu après la surface, là où on a le plus de résultats de recherche parce que plus accessible, et avant les grandes profondeurs, mais dans une zone où la lumière pénètre encore. Et comme la lumière pénètre encore, on a encore beaucoup d'organismes animaux qui peuvent se développer, comme les coraux par exemple, ou les gorgones, ou les coraux noirs, ou les éponges. Et ces organismes, en fait, vont créer des structures en 3 dimensions semblables aux forêts, qu'on va appeler des forêts animales marines. Et donc, nous, on s'intéresse à ces forêts animales marines de par le monde, donc dans les zones tropicales, tempérées et aussi polaires. Et en 2022, donc, on était en Arctique pour les étudier. Et à la fin de l'année, si tout se passe bien et si on a les autorisations, on pourra aller pour la première fois en Antarctique les étudier également. Et je suis très impatiente parce que je ne suis jamais allée en Antarctique. Donc, j'ai très hâte d'aller plonger là-bas. Mais donc là, on est dans l'extrême nord du Svalbard. Et pour vous donner une idée, en fait, ce qui est passionnant, c'est que moi, quand j'ai rencontré Jean-Louis, je me suis dit, et Elsa, évidemment, quand j'ai rencontré Jean-Louis et Elsa à Clipperton, donc il y a pile poil 20 ans, on était ensemble, j'ai découvert le milieu des expéditions. Et moi, avant, je m'intéressais à Cousteau quand j'étais enfant. Et j'arrêtais pas de me dire, je suis née à la mauvaise époque. J'aurais dû naître à une autre époque parce que tout a été fait, tout a été découvert. Ils ont tout fait avant nous. Et puis après, je me suis intéressée à la plongée profonde et à la plongée en milieu polaire. Et là, j'ai découvert que j'aurais jamais assez d'une vie pour tout découvrir et tout explorer. Donc, il y en a pour bien longtemps après nous. Mais là, quand on arrive dans des zones comme ça, parfois, on navigue pendant 1 mois sans avoir aucune information. On plonge tous les jours dans tout un tas de conditions et on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et parfois, c'est très chouette. Parfois, c'est juste le grand rien, le grand noir ou le grand vert quand on a le bloom planctonique. Je disais à Jean-Louis tout à l'heure qu'une fois, on s'est retrouvé à 1 mètre d'une baleine franche. Je ne la voyais pas. Elle était en train de manger dans une soupe toute verte, en fait. Et elle était à 1 mètre littéralement de moi et je ne la voyais pas dans l'eau, quoi. Donc, parfois, c'est très beau et parfois, c'est très difficile. Et puis, il y a ces moments qui sont incroyables où d'un coup, on tombe
sur ces écosystèmes et où là, on va pouvoir déployer tous nos protocoles scientifiques. Et c'est des oasis. Et c'est d'autant plus vrai dans ces milieux-là où tout est très difficile, aride, gris en surface. Quand on tombe sur ces oasis en profondeur, il y a vraiment une impression d'abondance, de vie qui est magnifique et qui redonne aussi beaucoup d'espoir d'un coup parce que évidemment, là, on insiste sur tout ce qui est en train, qui va pas bien, et c'est vrai que ça va pas très bien. Mais on peut aussi dire qu'on ne sait pas encore tout, et que, en fait, on devrait mettre beaucoup plus d'énergie dans la recherche, parce que cette recherche, elle va permettre de mieux comprendre comment protéger demain, et qu'on peut encore, protéger ces écosystèmes-là. Je sais pas ce qu'il y a après. Ah oui, ça, c'était juste pour vous illustrer le côté un peu cosmonaute dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, là vous voyez, on a tout sur le dos, on part de notre bateau. Donc on part pour 3h, 3h30 à peu près de plongée. Devant nous, c'est le propulseur. Donc on a un recycleur dans le dos qui recycle les gaz qu'on respire. On a des bouteilles sur les côtés qui nous servent à rien normalement, mais qui sont des bouteilles de secours en cas de problème. Et puis tout le matériel scientifique qui est un petit peu accroché autour de nous. Et là, je pèse à peu près 90-100 kilos suivant les configurations. Donc, je double mon poids. Et c'est là qu'il y a la vidéo. Ah voilà, et juste voilà, cette petite vidéo pour vous montrer donc cette première forêt animale marine qu'on a découverte en 2022 à peu près 80 mètres de profondeur. Voilà, donc c'était un tout petit extrait, mais ça vous montre que voilà, elles sont là, elles sont dans le noir, elles sont bien cachées, mais elles existent, ces forêts. On pose des courantomètres à l'intérieur et on se rend compte qu'à l'intérieur de ces forêts, exactement comme dans nos forêts terrestres, on a un effet qu'on appelle l'effet canopée. C'est-à-dire la canopée des arbres sous-marins va protéger à l'intérieur les espèces qui viennent à l'abri du courant. Et voilà, donc vous voyez, celle-là, on l'a découverte au bout d'1 mois de plongée journalière. Et en fait, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Elles demandent juste à être découvertes ou pas, mais en tout cas à être protégées. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on concentre notre travail. Et j'espère qu'on va pouvoir faire la même chose en Antarctique bientôt. Merci beaucoup. C'était très, très beau, très poétique. Et donc voilà, Deep Life, une expédition qui vise notamment, entre autres, à observer ces forêts sous-marines. Et on espère, on vous souhaite tout le meilleur, d'obtenir les autorisations, les financements et tout le reste pour pouvoir aussi aller voir ce qui se passe du côté de l'Antarctique. Mais pour le moment, on va encore rester dans le Grand Nord. Clémentine, tu as commencé tout à l'heure à nous introduire la Terra Polar Station, qui a fait donc son baptême à Lorient fin avril, qui est un petit peu un ovni, il faut le dire. Ça ressemble à rien d'autre, je crois. C'est très beau, c'est très impressionnant. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette TPS, pourquoi est-ce qu'elle a cette forme si originale, quel est le projet derrière, quels sont les objectifs de recherche?
Alors ça, c'est une photo du coup du baptême qui a eu lieu le 24 avril à Lorient. Vous voyez un petit bout de Tara aussi. C'était génial d'avoir les deux bateaux là. C'était peut-être la deuxième fois parce qu'en fait, Tara Polar Station a été construit à Cherbourg et Tara avait fait aussi une escale à Cherbourg, donc on avait déjà une photo, mais on était tous très émus. Il faut savoir que Tara Polar Station, donc ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille chez Tara et j'en ai entendu parler il y a peut-être 8 ans. Et pour moi, on en parlait, mais au début, c'était vraiment une vision de l'esprit. On savait qu'on voulait faire un nouveau bateau parce qu'il était impératif de retourner en Arctique. Mais au début, ce bateau, il était rond, puis en plus, il est devenu ovale. Puis Jean-Louis, je sais que tu connais très bien ça, les allers-retours avec les architectes, avec les cabinets d'experts. Donc, le voir arriver dans la rade de Lorient, c'était très, très émouvant. Et encore plus quand il a été baptisé, du coup, par notre parrain Thomas Pesquet, parce que certains aiment à dire que c'est l'ISS d'épaule, la Tara Polar Station, et on a vu qu'il y avait quand même des similitudes avec ce que peut faire Thomas Pesquet et notre marraine Agnès B, qui est la fondatrice de la fondation Tara Océan. Donc ce bateau qui ressemble à rien au final, mais qui est unique, donc on a déjà eu plein de petits noms. L'idée donc le bateau est fait en aluminium, les tôles font 20 mm d'épaisseur. Déjà ça, c'était compliqué pour le chantier, parce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de former des tôles aussi épaisses. Donc on va dire le défi technique a déjà commencé là. Le bateau a été construit autour d'une moon pool, c'est-à-dire un gros tuyau qui nous donne accès directement en fait, à l'eau depuis les laboratoires. C'est un bateau différent de Tara finalement. Enfin, on nous pose souvent cette question, mais évidemment différent de Tara parce que c'est un bateau à moteur. Alors c'est un vrai bateau avec une ligne d'armes, un moteur, une timonerie. Comme je disais, il a aussi été construit pour pouvoir être autonome en mer et naviguer, mais aussi parce qu'il a été développé du coup avec un consortium de scientifiques. Là, on a plus de 30 laboratoires de 12 pays différents qui nous accompagnent dans ce projet, notamment depuis au moins 4 à 5 ans de conception vraiment réelle. Parce qu'on a obtenu un financement du coup public qui nous a permis de lancer la construction du bateau. Et donc du coup, tout a été pensé. Tout à l'heure, je vous montrais l'image du bateau Polarstern, le brise-glace du laboratoire allemand. Eux, en fait, ils se sont rendus compte dans leurs analyses, par exemple, du côté atmosphère, de toute l'atmosphère autour du bateau, qu'en fait, ils analysaient leur propre rejet. Sur certains, c'est bête à dire, mais on s'en rend pas forcément compte. Donc là, on a très très bien pensé tout ce qu'on appelle tous les échappements du bateau. Ça a été un vrai sujet et ça l'est encore. C'est un petit détail, mais donc pour essayer d'apprendre de ce qui avait été fait sur le Polarstern et essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc la coque du bateau en aluminium, parce que épaisse et puis parce que l'aluminium ça résiste très bien au froid, toujours avec cette idée de noyau d'olive qu'on ne peut jamais écraser, mais finalement quand on essaie d'écraser un noyau d'olive, il remonte toujours à la surface, il remonte toujours, c'est l'idée de cette coque, et quand elle sera prise dans la glace, elle ne sera pas écrasée par la banquise et par les plaques de glace, mais elle montera sur la glace. J'ai appris aussi la partie supérieure, du coup, la géode. J'ai demandé la dernière fois à notre architecte, mais comment ça se fait qu'elle a cette forme avec des faces assez esthétiques finalement? Il m'a dit qu'il avait pensé à un igloo, parce que l'igloo est formé pour avoir le moins d'impact avec son environnement extérieur, et donc du coup ça a été pensé en fait dans ce sens-là. Donc on a 3 niveaux que vous pouvez lire ici. On a des laboratoires. Alors certaines personnes, ça dépend vraiment d'où on vient. Certaines personnes vont nous dire c'est un petit bateau, d'autres personnes vont dire waouh, c'est énorme. Donc notamment les scientifiques peuvent me dire c'est un petit bateau, ils ont plutôt l'habitude d'aller faire des analyses sur des gros brise-glaces. Les scientifiques ont l'habitude de travailler avec Tara, le trouvent quand même très grand. On a 5 laboratoires. Avant sur Tara on en avait 3, mais alors tout petit. Là on a plus de 70 mètres carrés sur les laboratoires. C'est un bateau qui va pouvoir accueillir 12 personnes en hiver, tout simplement parce qu'on a 12 cabines. On espère qu'au bout de 8 mois, on pourra faire une rotation. Et ensuite, donc, on fera sortir les personnes qui auront fait l'hivernage, qui auront vraiment passé pendant la nuit polaire et le froid polaire. Et puis ensuite,
Ah, merci, j'avais oublié que j'avais cette slide-là. Et donc, on aura 4 marins au sein de la Fondation. On a toujours un journaliste qui embarque à bord. Évidemment, dans une zone aussi isolée, on aura un médecin. Et on aura donc 6 scientifiques. 6 scientifiques qui doivent faire le travail de plus de 80 scientifiques impliqués dans le consortium. Donc, ça veut dire qu'il faut être très efficace. Et ça veut dire qu'ils vont avoir des journées bien remplies. Et ça veut dire aussi qu'il faut que les scientifiques s'accordent bien en amont sur les protocoles. Et puis ensuite, sur la partie printemps-été, on fera plutôt des embarquements de 3 mois. Enfin, du coup, c'est ce qu'on imagine, encore une fois. Hein. Première partie, 8 mois. Deuxième partie, 3 mois. Et la dernière partie, ça dépendra de la débarque, c'est-à-dire quand est-ce que la banquise va libérer le bateau. Et là, on pourra avoir jusqu'à 18 personnes. Du coup, on aura 3 scientifiques supplémentaires. Sûrement un guide polaire, et on aura aussi des artistes qui vont embarquer. C'est quelque chose que la Fondation Tara Océan fait depuis de nombreuses années, embarquer des artistes pour sensibiliser d'une autre manière. Évidemment, on explore, mais il y a aussi une grande partie importante au sein de Tara, c'est de partager. Donc partager comme on est en train de faire aujourd'hui avec le grand public, mais aussi avec les enfants, les professeurs, les scolaires, et puis notamment avec les politiques et tout le secteur aussi privé, avec lequel on a des partenariats depuis des années. Peut-être, est-ce que tu peux revenir sur la slide d'avant? Bon, ça, c'était pour vous expliquer. Oui, bon, alors celle-là, rapidement, il fait 26 mètres de long, 16 mètres de large. Donc là, le bateau, il est à Lorient, pour vous donner peut-être un peu cette information-là. Il va partir dans 2 semaines. L'année 2025, c'est vraiment une année de test. On va tester le bateau au niveau technique et scientifique. Donc là, dans 2 semaines, on espère qu'il sera prêt. Je peux vous dire que c'est la course sur le bateau en ce moment. On a différents corps de métier, ça grouille dans tous les sens. Il va partir du coup faire une petite dérive, on l'espère, de 2 mois dans le détroit de Fram. Donc il va être pris dans la glace le temps de 2 mois. Ça sera le Polarstern qui va lui ouvrir la route du coup pour le mettre dans la glace sur cette petite dérive de cet été. Et puis ensuite, si certains d'entre vous sont au Svalbard, le bateau sera au Svalbard sur la période de novembre-décembre. Là pour justement tester le bateau dans des conditions de nuit polaire et de froid polaire. Donc toujours avec des rotations de scientifiques. On ne fera pas de la science à proprement parler. Là, c'est vraiment pour tester en fait et optimiser le bateau au mieux pour sa première dérive du coup qui commencera on l'espère, 1er septembre 2026. Et j'ai oublié de vous donner une information cruciale, c'est quand même ce bateau a été construit pour faire des dérives en continu. C'est-à-dire qu'il rentre dans la glace, il dérive, il sort et il retourne dans la glace comme ça sur les 20 prochaines années. Du coup, pour vraiment pouvoir avoir ces données-là qui nous manquent à travers les saisons et à travers les années. Et du coup, parmi ces laboratoires qui sont autour de la table sur ce projet-là, la première expédition, ça se rappellera Tara Polaris 1, et celle à venir, Tara Polaris 2, Tara Polaris 3. Voilà, on n'a pas été très originaux sur le coup. En fait, on regroupe du coup différents corps de métier, différentes disciplines scientifiques. Et si tu peux mettre la slide d'après qui nous récapitule un peu ça. Voilà. Du coup, donc, comme je disais, toujours avec cet angle biologie chez Tara, connaître cet écosystème, comment est-ce qu'il est impacté à travers les saisons, mais notamment tous les composants de cet écosystème, donc aussi la partie physique, la partie chimique, en plus de la partie biologique. Donc, on va avoir des analyses dans l'atmosphère, notamment donc, toute la partie atmosphère, les échanges aussi avec l'océan à travers les aérosols, la création des nuages, et aussi toute la partie glace de mer. Quelle est la biodiversité qui vit dans cette glace de mer, et aussi à travers la partie océan. Donc c'est vraiment ces 3 niveaux-là qui sont étudiés. Tu parlais du fait qu'il y a du mercure et d'autres polluants aussi en Antarctique. On se rend compte que l'Arctique en fait est rempli aussi de mercure. Essayer de comprendre comment il arrive là. Donc on a aussi tout un aspect sur la pollution sur ce projet. Et je ne sais pas si j'ai une autre slide peut-être juste après, pour vous montrer voilà, un peu comment est-ce qu'on... Donc, comment est-ce qu'on déploie en fait, tous les instruments qui vont être utilisés sur le bateau. Ils vont avoir beaucoup de place donc, dans leur laboratoire au pont principal de Tara Polar Station. On a notamment un laboratoire à moins 5 degrés. On pourra faire des analyses directement sur des carottes, par exemple. Pardon. Mais aussi énormément tout un terrain de jeu autour, si la glace le veut bien. Donc des instruments qui vont être déployés directement depuis la Moon Pool, mais aussi tout autour.
que ça soit à plus de 1000 mètres d'altitude, et on ira jusqu'à 1500 voire 2000 mètres de profondeur. Et donc autour du bateau, mais aussi on va avoir des AUV, des ROV, ce genre de choses qui nous permettent d'aller encore plus loin, en fait, là où l'humain ne peut pas aller. Et alors, malgré que je pousse depuis toujours d'avoir de la plongée à bord, et ben, c'est pas dans le programme de cette première expédition, mais on espère la deuxième. Je continue. Merci beaucoup. Très impressionnant. Je corrige tout à l'heure, je disais que ça ne se ressemblait à rien d'autre, parce que je trouve que ça ressemble, je ne sais pas à quoi, mais en tout cas c'est très impressionnant. On nous a dit une madeleine. En tout cas, on peut dire que c'est unique. En fait, c'est vraiment aussi. On dit que ça a été un challenge, et ça l'est toujours, sur un défi en fait au niveau technique, parce qu'il y a plus de 200 personnes qui ont travaillé pendant 18 mois et finalement c'est assez rapide en France, à Cherbourg sur ce projet. C'est un bateau unique parce qu'au niveau des affaires maritimes ou du Bureau Veritas ou toutes ces institutions en fait qui nous permettent de délivrer le permis de navigation, et ben en fait on a dû demander des dérogations pour tout parce que ça rentre dans aucune case. Après, c'est aussi le défi scientifique, de mettre tous ces scientifiques autour de la table et de se mettre d'accord sur un programme scientifique sur la première année, et puis sur une stratégie et une vision globale sur les 20 prochaines années. Et puis après, j'ai pas évoqué la partie côté humain, et on a 2 personnes ici qui peuvent nous en témoigner fortement, mais ce bateau, il est vraiment pris dans la glace. On espère pendant 1 an et demi. Il n'y a rien d'autre autour. Rappelez-vous ce que vous avez vécu pendant le confinement, ce que c'était l'isolement. Et encore, vous étiez peut-être avec des proches. Là, c'est un équipage qui part international, interdisciplinaire. Et puis, on ne part pas forcément avec ses copains, sa famille. Je ne sais pas si c'est plutôt positif ou négatif. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, tout le monde... Beaucoup de gens souhaitent le faire, apparemment, et ça c'est génial. Mais voilà, c'est pas forcément pour tout le monde non plus, et il faut savoir faire face à ce côté de l'éloignement, l'isolement, pardon, et plein d'autres choses, surtout dans la nuit polaire et dans le froid polaire. Je m'arrête là. On se projette, et c'est vrai que j'imagine que ça fait rêver tout le monde, mais est-ce que tout le monde peut le faire tout en prenant des mesures scientifiques pour l'équivalent de 70 scientifiques? C'est quand même... pas à la portée de tout le monde. On va repartir dans le sud et on va donner la parole à monsieur Étienne pour nous parler d'un autre projet fou, le PolarPod, qui lui aussi a des objectifs de recherche très spécifiques et une forme encore plus spécifique. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet? Il y a 2 océans qui sont difficiles d'accès. C'est l'Arctique, puisqu'effectivement il faut être équipé pour résister à l'écrasement par la banquise. C'est ça le défi, quand vous êtes sur la banquise, dans laquelle dérive, c'est des forces colossales, Donc l'océan Arctique, difficile d'accès. Deuxième océan difficile d'accès, c'est l'Austral, qui est autour de l'Antarctique. Les marins y passent tous les 4 ans. Le Vendée Globe, on appelle les 40e, 50e, ce sont des zones très ventées. C'est loin, c'est difficile d'accès pour les campagnes océanographiques traditionnelles. Il est très peu étudié, cet océan. Ah, vous l'avez là. Il est très peu étudié, cet océan, il est immense. Les campagnes ne se font qu'en été, pratiquement. La France a le Marion Dufresne, qui part de la Réunion, Kerguelen, et fait plusieurs voyages, en apportant aussi le matériel pour Kerguelen, mais aussi une communauté scientifique. Mais l'équation, c'était on a besoin de mesures in situ de longue durée. C'est exactement ce que ça recoupe, ce que tu disais. C'est ça, toutes les communications sur l'Austral se terminent par ça. Les anglo-saxons appellent cet océan « the major data gap of the global ocean ». On ne sait pas grand-chose sur cet océan en dehors d'un peu de la période d'été. Donc l'équation, c'était quel type de vaisseau pour séjourner dans des bonnes conditions de sécurité et de confort sur cet océan de tempête. La suivante, je pense. Voilà. Le principe architectural, c'est d'échapper à la zone de conflit. En mer, la zone de conflit, c'est la surface. C'est là où le vent et la mer se rencontrent, ça fait des vagues. Il faut échapper donc à ça. Un bateau se fait secouer sans arrêt au passage des vagues. Donc l'architecture, elle est verticale, profonde. Il y a 75 mètres de tirant d'eau, avec un lest de 150 tonnes en bas. Donc déjà, on est pris dans des eaux profondes, stables, loin de la surface. Et à la surface, on a un treillis. C'est-à-dire on est poreux à la vague. Et donc on n'est pas percuté avec les vagues. Donc il y a eu beaucoup d'études de fait. On a fait de nombreuses maquettes qui faisaient à peu près 2 mètres de hauteur, très instrumentées. À l'école centrale de Nantes, par exemple, ils ont un bassin à vagues très performant,
à Ifremer, à Brest. Donc, on a atteint un niveau de stabilité qui permet effectivement de construire ce projet. Ça a pris beaucoup de temps. Donc, voilà, le principe de stabilité. Il y a quelque chose qu'il fallait éviter aussi, c'est d'entrer en résonance avec la houle. Vous voyez, le pilonnement, ce mouvement vertical de pilonnement, il va faire à peu près 1800 tonnes en charge. Si vous commencez à entrer en résonance avec la houle, vous ne savez pas où vous arrêter. Donc il y a eu beaucoup de calculs qui ont été faits pour cette stabilité. Et est-ce que c'est confortable là-haut ? C'est très confortable. On a fait des études de mal de mer avec la médecine du travail, avec machin et tout. Enfin, ils y sont tous passés. Et, voilà. Et de temps en temps, il y a ce qu'on appelle des mouvements de lacet. Quand il y a des mouvements de lacet, vous voyez, un peu de rigidité. C'est 0,3G, c'est exactement l'accélération que vous avez dans le TGV quand vous allez au bar. Vous voyez, de temps en temps. Voilà. Et donc tout ça, c'est tout à fait confortable et ça permet de séjourner à bord. Il y aura 8 personnes, 3 marins et 4 ingénieurs océanos qui, effectivement, c'est très instrumenté, quoi, hein, à tous les niveaux. Et donc, il y a de l'envoi de données. Et donc, c'est des ingénieurs océanos qui connaissent tout ça, le matériel, l'équipement, qui font... Tu parlais de la station spatiale, c'est un petit peu pareil. Hein. Et nous, on sera en orbite autour de l'Antarctique, entraînés par le courant circumpolaire qui sera notre moteur. Donc, le moteur de propulsion, c'est le courant circumpolaire antarctique. On n'a pas de moteur de propulsion. Et l'électricité, l'énergie, c'est le vent. On a 6 éoliennes. Donc, avec ça, on est autonome en énergie quand on échappe à toutes les contraintes. Donc, quelques dérogations qui nous permettent effectivement de se satisfaire de 6 éoliennes. Sinon, tu boufferas du gasoil. Bon, de temps en temps, il faut être assez stable, assez calme pour résister à des contraintes. Et je pense que c'est ce que l'on rencontre le plus dès qu'on est dans un truc tellement innovant, si vous voulez. Mais bref, on arrivait à passer à travers toutes ces contraintes. J'en dis une parce qu'elle est tellement drôle. Il y a 3 marins à bord. Donc on a une réunion d'analyse de risque, parce que c'est de ça dont on parle beaucoup. Hein. Donc il y a une table comme ça, ovale, là, il y a 8 personnes à peu près, sont des experts. Experts de tout. Chacun vient avec son concept de l'emmerdement maximal, puisque c'est son métier. Et ils sont à 1 200 € par jour. Mec de gauche, Monsieur Étienne, d'un air un peu comme ça, tu sais, tu vas voir Coco, vous n'avez que 3 marins à bord. Oui. Un marin tombe à l'eau. Il est sérieux, hein. Un marin tombe à l'eau. Tout le monde est vachement sérieux dans la salle. Oui. Et donc, vous descendez l'annexe, il y a un marin qui va le chercher. Et donc, il ne vous reste qu'un marin à bord. Oui. Et là, vous avez un départ d'incendie. Oh putain, un marin tombe à l'eau et au même moment, un départ d'incendie. Je ne sais pas, il avait fait des cauchemars dans la nuit, ce mec, je ne sais pas. Mais en fait, arrivé, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai dit, mais attendez, il y a 4 ingénieurs, là, c'est pas des cons, il reste un marin, c'est tout petit. C'est tout petit, on n'a pas de moteur de propulsion, on est 0 émission. On a de l'électricité, je dis, c'est certainement un incendie électrique. C'est les gars, mais vous savez, l'incendie électrique, il y a la plastique qui est autour du câble, ça sent fort, quoi. Je dis, on va le sentir, puis c'est tout petit, puis il y a 4 ingénieurs océanos, c'est pas des cons. On a des extincteurs partout, et devant tout le monde, il fait « Monsieur Étienne, l'assaut du feu, ça s'apprend. » Alors, oui, monsieur, alors on fera des stages d'assaut du feu. Très bien, donc on avait sujet suivant. Et c'est incroyable les choses que l'on rencontre quand, au lieu d'avoir de « waouh », au lieu d'avoir des « waouh », des « hop, 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 hop », vous là, monsieur, voilà. C'est ça que l'on rencontre. Mais enfin, on a résisté, pas tout à fait encore, le début de la construction n'est pas là. Ce bateau va faire... Je m'éloigne un peu là, non ? Suivant. On a une vidéo qui va pouvoir nous montrer un peu en direct, en même temps que vous... Il y a la vidéo qui peut montrer justement... Ah oui, voilà à quoi ça va ressembler. Donc, vous voyez, on est poreux à la vague, là, on est stable, très stable, donc la vague nous passe à travers le treillis, donc c'est ce qui lui donne une part de sa stabilité. Donc, il fait 75 mètres de tirant d'eau. Il n'y a pas un port où vous pouvez aller avec un tirant d'eau de 75 mètres. Donc, on l'amène à l'horizontale, vous voyez, il fait 100 mètres de long, hein. Donc, on l'amène à l'horizontale dans le courant circumpolaire, puis on ballaste. C'est-à-dire, on remplit des ballasts à l'eau de mer et il va basculer pour se mettre en position verticale. Ça va prendre une vingtaine de minutes.
puis après on déjauge et il revient dans sa position de dérive. Il y aura 6 éoliennes, il n'y en a que 3, il y en a 6 maintenant. Donc, ça, ce n'est pas un missile, hein, c'est un AUV, c'est un sous-marin autonome. Mais regardez surtout la personne qui est au-dessus, ça vous donne une idée de l'échelle. Vous voyez, c'est des sous-marins autonomes qui permettent d'élargir la surface d'étude. Vous voyez la personne qui est au bout, là, on dirait qu'il se fait secouer terriblement, mais je fais confiance aux ingénieurs. Et puis, c'est une modélisation, hein. Voilà, et c'est comme ça qu'il va être entraîné. C'est une vraie girouette dos au vent. Vous voyez, on a des ailes de part et d'autre. Et en mettant des ailes d'un côté ou de l'autre, ça permet d'avoir une... On peut orienter la trajectoire. S'il y a un iceberg qu'on veut éviter, mais on va très doucement. On va à la vitesse du courant, c'est un nœud 5 à peu près. Et on doit faire 2 fois le tour de l'Antarctique. Ça devrait durer 3 ans. Normalement, on pensait qu'avec un tour, ça pouvait satisfaire la communauté. Mais non, ils en veulent 2. Donc... ça va faire 3 ans. Et donc, personne ne va rester 3 ans à bord. Tous les 2 mois, il y a une relève d'équipage avec ce bateau qui, lui, est construit, Persévérance. Donc, on a commencé, si vous voulez, avec ce bateau, à faire à la fois de prendre des passagers, parce que ça fait partie de l'économie du projet à l'heure actuelle, et il est en train de s'équiper d'une multitude de capteurs autonomes dans un large champ de recherche, parce qu'en fait, et c'est né tout de suite, quand on a parlé avec la communauté scientifique, ils m'attendaient, le Polar Pod dérive à 55, normalement 55, mais quand vous allez partir de la côte la plus proche, c'est des vrais transects océaniques, c'est des vraies campagnes océanographiques que l'on va faire aux 4 saisons. Et donc tout de suite, là, il y a une demande pour le Polar Pod, bien sûr, mais en même temps, d'exploiter les transects que va faire Persévérance pour ce projet-là. Voilà, le Polar Pod n'est pas encore construit. On n'a pas encore... Voilà à quoi ressemble Persévérance. Oui, il est plus gros que l'ancien. il y a 3 ponts. Il peut aller dans un brach, quoi. Il est très costaud, quoi, hein. Et on a une propulsion vélique. Et donc, une parenthèse par rapport à ce qui se fait. Tu as évoqué les gros, on a évoqué les navires océanographiques. Le Marion Dufresne, par exemple, c'est un bateau qui consomme entre 22 et 25 tonnes de fioul par jour. Parce qu'en même temps, il accompagne pour une logistique. Ce genre de bateau, comme les Tara, c'est un bateau qu'on peut vraiment équiper avec du matériel. Aujourd'hui, il y a une évolution dans la performance des capteurs en termes de volume, en termes de consommation énergétique, en termes de précision, si bien qu'on peut arriver à couvrir une large part, si vous voulez, des besoins océanographiques avec des navires à propulsion vélique. Celui-là, il fait 1 tonne de fuel par jour et 0,5 quand on est à la voile. Donc ça permet d'envisager, si vous voulez, l'exploitation des bateaux de cette taille-là qui, en termes de coûts de construction, de coûts d'exploitation, d'impact environnemental, qui sont extrêmement performants, quoi. Merci beaucoup Jean-Louis. C'est impressionnant. Cette forme dérivante, c'est un peu, j'ose une comparaison très hasardeuse, mais c'est un peu un grand plancton finalement, qui va se laisser dériver au gré des courants et qui va nous apprendre plein de choses. On est planctonique, vous avez raison. Voilà, très bien. Merci beaucoup de nous avoir présenté ce projet. Et du coup, pour terminer, je vais redonner la parole à Céline, qui va nous parler, je crois, de 2 expéditions à laquelle elle a participé en Antarctique, en mer de Weddell et dans une station de recherche. Céline, racontez-nous tout. Alors, on reste en Antarctique. Je vais vous parler principalement d'un site d'étude qui est la mer de Weddell. Pourquoi la mer de Weddell ? Parce que finalement, c'est une zone qui reste extrêmement inexplorée. D'un point de vue logistique, c'est très compliqué en fait, de se rendre dans cette zone. Donc peut-être qu'on peut passer... à la slide suivante, voilà. Donc la mer de Weddell, c'est cette mer qui se situe donc entre la péninsule antarctique et on va dire la terre de la Reine Maude. Et donc, comme je le disais, c'est une zone extrêmement inexplorée. D'un point de vue logistique, je ne sais pas si vous vous souvenez de Shackleton et de l'Endurance. Donc en gros, c'est là où il a mis son bateau pour une dérive également hivernale et ça ne s'est pas super bien passé. Bon, au final, l'équipage s'en est bien sorti, mais ça a été assez chaotique parce que les conditions logistiques sont extrêmement difficiles.
Donc ici, sur cette mer de Weddell, en fait, on travaille sur 2 sites. En terre de la Reine Maude, donc vous voyez sur l'est de la mer de Weddell. Donc se situe une base antarctique de l'Institut polaire allemand, à Oui. Et de l'autre côté, vous avez la péninsule antarctique qu'on investigue également, cette fois-ci à partir de bateaux. Donc là, en l'occurrence, en 2023-24, on était avec le commandant Charcot, qui avait été affrété donc, par l'Institut océanographique de Monaco pour réaliser une expédition pour notamment traquer des manchots Adélie et manchots empereur. De l'autre côté, donc, on est également sur un suivi à long terme, on va dire, aussi bien à terre qu'en mer, de manchots empereurs. Et donc la slide suivante, donc là par exemple, je vous mets, peut-être qu'on peut passer la vidéo aussi, je ne sais pas si ça va marcher. Ouais, c'est bon. Donc ce sont des images qui ont été prises lors de notre expédition donc avec le commandant Charcot sur les îles Danger, qui nous permettent en fait de faire une nouvelle estimation des populations de manchots Adélie. Donc en 2015, la population était aux alentours de 500, 600 000 couples reproducteurs, et avec cette nouvelle expédition, on a pu identifier une augmentation de la population dans ce secteur à pratiquement 1 million de couples de manchots Adélie. Slide suivante. Donc en fait, pour pouvoir étudier cette zone de l'Antarctique qui reste extrêmement inexplorée, comme je le disais tout à l'heure, on a trouvé un moyen original qui est finalement de poser du matériel sur le dos des animaux. Donc là, vous avez par exemple un manchot empereur, un juvénile manchot empereur qui va partir pour la première fois en mer. Et donc, je ne sais pas si vous le voyez sur son dos. On va remettre sur son dos. Vous pouvez voir donc une petite balise Argos qui est posée donc à l'aide de scotch marin qu'on emballe en fait entre les plumes et le logger, donc la balise Argos, qui va nous permettre en fait de savoir où est-ce que l'animal se situe au cours de sa première année en mer, et donc on va pouvoir le suivre sur toutes ses pérégrinations. Et donc slide suivante. Et donc, ici, vous voyez une carte de l'Antarctique avec les seules colonies de manchots empereurs qui ont été investiguées en termes de distribution en mer des jeunes manchots empereurs. Et la partie jaune que vous voyez tout là-haut, donc c'est des tracés qu'on a obtenus lors de notre expédition donc, sur la terre de la Reine Maude, donc à Atka Bay. Et la slide suivante, vous allez voir avec une petite animation si c'est possible. Donc, ce sont des oiseaux qui ont été équipés de balises Argos, comme je vous le disais, et on a moyen, donc, au cours de leur première année en mer, de savoir où ils se situent et de pouvoir cartographier finalement les zones qui sont, je dirais, de plus forte productivité et des zones donc, qui seraient intéressantes, importantes de pouvoir protéger. Donc ces données, aussi bien sur la partie ouest que sur la partie est de la mer de Weddell, vont pouvoir nous permettre finalement de mettre en place des aires marines protégées, notamment l'aire marine protégée de la mer de Weddell, qui est en cours de négociation encore, qui a été dessinée il y a une petite dizaine d'années, en 2013, pour la première fois, et proposée à la CAMLAR, donc au comité pour la conservation de la faune et de la flore marine en Antarctique. Et donc, depuis 2013, finalement, cette aire marine protégée de la mer de Weddell patine, je dirais, pour des raisons géopolitiques, d'enjeux, d'exploitation. Je parlais tout à l'heure de l'exploitation des ressources, notamment des pêcheries. Donc voilà, elle patine, et on espère qu'avec ces données qui sont uniques, finalement, pouvoir amener plus de données pour dessiner au maximum notre aire marine protégée de la mer de Weddell. Je crois que c'est à peu près tout. Merci beaucoup.
On voit du coup la vocation aussi de ces expéditions, hein, c'est in fine de pouvoir influencer le volet politique, de pouvoir mieux réguler ces régions, mieux les protéger. Et du coup, merci pour ce témoignage, c'en est une très belle illustration. Pour conclure, on a pris un petit peu de retard, désolé, mais j'étais trop dedans, j'ai pas bien gardé le temps, c'était ma mission. Mais je vous propose qu'on finisse avec un petit mot de la fin. J'aime bien demander, dans le cadre de ces événements, aux intervenants de partager un mot inspirant, quelque chose qu'ils ont envie de partager avec le public. Donc, Clémentine, je vois que tu as le micro. Est-ce que tu veux te lancer ? Je dirais que finalement, ce qu'on vient d'écouter aujourd'hui, que ce soit en Arctique ou en Antarctique, nous, on est impliqués tous les 5 à travers notre métier, notre passion. Mais en fait, tout le monde dans la salle ici, vous avez, ça a aussi un impact sur vous. Ce qui se passe dans les pôles ne reste pas dans les pôles. L'océan est aussi un grand oublié. Tout à l'heure, je parlais du plancton. Je ne vous ai pas dit quand même qu'une respiration sur 2 existe grâce au plancton. Nous, à l'école, on a appris que c'était les arbres. Il y a les arbres, bien sûr, mais il y a aussi toute la partie végétale du phytoplancton dans l'océan. Et c'est aussi grâce à l'océan qu'on respire. On est tous connectés, qu'on soit ici à Paris, qu'on soit en bord de mer ou qu'on soit en plein milieu de la Pampa, on est connectés à l'océan. Et du coup, voilà, vous aussi, vous êtes connectés à l'océan. Je pense qu'il faut porter ce message-là. Et le plancton, c'est fantastique, mais ça, je crois que je l'ai partagé un peu. Merci Clémentine. Qui veut prendre la parole ? Par rapport à nos parcours, en fait, le pilote, c'est l'envie. Je m'adresse à vous tous. Vous voyez, l'envie, c'est le capital. Je voyais que vous nous regardiez avec un certain intérêt. Vous avez certainement une envie. Ça, c'est le capital. Quand on a une envie, ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est du temps, du travail, de la persévérance. Et ce sont tous ces obstacles qu'on doit franchir, effectivement, quand on fait les projets hors normes que l'on fait. Mais c'est comme ça qu'on se nourrit. Résister ou l'abandonner, résister à la tentation de l'abandon. Ça, c'est une des premières choses, si vous voulez. Et tout abandon de quelque chose qui a mobilisé une envie, c'est une frustration. Donc, suivez la voie de vos rêves, même si le chemin est difficile. Très inspirant. Merci. L'envie, oui, la curiosité, je pense que c'est quelque chose d'élémentaire. Je pense que tout ce qu'on a vu aujourd'hui, les innovations technologiques pour pouvoir investiguer ces contrées, je pense que c'est vraiment un moteur essentiel. Donc envie et curiosité. Et en effet, tous les voyants sont au rouge, donc je pense qu'il faut vraiment maintenant agir, réagir et agir. Et donc pour ça, curiosité, innovation, on devrait s'en sortir. Moi, ça me plaît ce qu'a dit Jean-Louis. Puis moi, j'ai commencé avec Jean-Louis et Elsa Etienne, en fait, il y a 20 ans, et ils m'ont appris 2 choses. Je me souviens, vous disiez souvent, il faut mordre la ligne jaune. Donc j'ai bien appris. Et on n'attend pas que tous les voyants soient au vert. Mais en fait, sans ces 2 conseils-là, j'aurais jamais fait d'expédition avec mon mari. Je serais pas là pour vous parler en mon nom aujourd'hui. Et on vit dans un monde où les gens n'aiment pas qu'on passe à l'orange, en fait. Donc il a raison, c'est beaucoup de persévérance et puis un peu d'audace quand même pour faire ces projets. C'est pas toujours simple. La deuxième chose, c'est que je pense qu'on a cruellement besoin de ces nouveaux modèles de collaboration entre les explorateurs, les scientifiques, les artistes, pour parler au plus grand nombre, parce qu'il faut qu'on sorte de nos cercles. Et ça, c'est vraiment un gros challenge qu'on a aujourd'hui quand on parle d'écologie, c'est de sortir de nos cercles. Et c'est d'autant plus important que, a priori, on ne va pas inverser le cours du changement climatique, ou en tout cas pas demain. Et donc, ce qu'on peut faire de mieux, c'est vraiment de mettre la science au service de la conservation pour donner un peu d'air en fait à ces écosystèmes qui aujourd'hui sont menacés et sous pression. Et donc ces fameuses aires marines protégées dont on parle, c'est exactement ça, c'est donner de l'air, donner de l'espace et leur laisser le temps et de la résilience pour qu'elles puissent être encore là demain, avec, on espère, des meilleures solutions. Mais donc voilà, je pense que tous ces projets-là, moi c'est passionnant, enfin, je les écoute tous et je me dis que c'est hyper complémentaire. On a vraiment besoin de ces projets et du coup, on a besoin du soutien du grand public aussi parce que c'est compliqué ces projets à financer, à porter et à partager. Donc merci d'être là aujourd'hui.
Merci beaucoup. Et pour faire une conclusion finale à cet événement, on a un événement important qui va se passer en France en juin à Nice, la conférence des Nations Unies pour l'océan. Le sommet politique se déroulera du 9 au 13 juin. Il y aura des tas d'événements qui vont être organisés. Je pense qu'on sera nombreux à être présents sur place également pour pouvoir faire entendre la voix de l'océan sous toutes ses facettes. L'océan polaire fera évidemment partie des sujets, puisqu'il y aura même un pavillon dédié dans la zone verte qui est accessible au public. Donc je vous invite à suivre de près ce qui va se passer, à suivre évidemment les réseaux et les activités des différents projets qui nous ont été présentés aujourd'hui, ainsi que les réseaux de la plateforme, puisqu'on sera présent sur place et qu'on va être très proactif. Et je profite également pour vous dire que en collaboration avec les acteurs autour de la table aujourd'hui et les autres membres de la plateforme Océan et Climat qui travaillent sur les enjeux de l'océan polaire, on a travaillé à la création d'un dossier thématique qui va sortir la semaine prochaine sur notre site internet et qui va regrouper les différentes ressources produites par les acteurs du secteur, donc aussi bien d'Under the Pole, de PolarPod, de Tara, du CNRS, du Centre scientifique de Monaco et de bien d'autres. Et voilà, il y aura à la fois des expositions photos, des articles de contenu, des informations sur le plancton si vous voulez en savoir encore plus, et des actualités évidemment sur les expéditions passées et en cours. Donc on vous invite à consulter notre site pour en savoir plus et à consulter d'ailleurs le reste des ressources accessibles pour en apprendre plus sur les liens entre l'océan, le climat et la biodiversité. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir été là, de votre patience puisqu'on a pris un petit peu de retard, à remercier à nouveau l'Académie du climat et le Forum international pour l'accueil et à vous souhaiter un très bel après-midi. Merci.